from Paris, France. We are here with Madame Chepo, is great writer. She wrote the poetry. She wrote as well as the dramas. So we will start our interview with her, but it would be in French language. So I'm sorry if somebody cannot follow us well. So bon après-midi, bonne journée, Madame Chipo. Je vous dire bienvenue dans le programme et on va discuter sur l'écriture et sur l'expérience que vous avez fait dans la vie. Bien sûr, vous êtes un grand personnage dans l'écriture française et notre auditeur ils vont savoir sur votre boulot et sur votre vie et votre expérience aussi. Bienvenue, Madame Chepo. Je voudrais bien vous poser la question sur votre expérience sur les niveaux de l'école. Qu'est-ce que vous observez dans les différents groupes d'âge et dans le schooling sur les habilités des étudiants qui aiment le lire. Voilà. Bonjour, Monsieur Jatala. Bonjour, Madame Noor. Good afternoon. Good morning, ma'am. Good morning to you. Good evening to you. It would be a different time in France at this moment. So before you can answer your question, before you may answer the question, I would just like to, tell our listeners a little bit about why this talk is being proceeded this way. So for our listeners today, today's session will be a little different from usual because our honorable guest from today is a French lady. And as she's not fluent in English, so for French hosting, we have with us Mr. Zulfikar Jatala. He's the head of the French chapter of Read Pakistan. Really honored to have you with us today, sir. So without any delay, a little bit introduction of Ma'am Chekpo has been given by Mr. Jatala, but I'd like to properly introduce her to you. She is a great writer, a poet. She's also a teacher. She's a trainer, and we have a lot to learn from us. She's here to expound on the topic of healing power of books. Her experience is very vast. During her professional career, she has taught at all levels from professional to technical, encompassing work-linked trainings for companies. She has published about 23 works in poetry, theater, stories, short stories, and a lot more. She has also published many great works, and she is the president of an association right now whose objective is to promote writing and reading through creativity, to make activities of poetry, dance, theater, and organize cultural meetings all over in the world. Now I would just like to ask Ms. Chekpo to continue with the question that Mr. Zulfikar Jatala has already put forward before her. So, ma'am, please continue. Puis-je prendre la parole? Oui, madame. Très bien. Je vous remercie. Rebonjour à tous. Et bonsoir à ceux qui sont à l'heure du Pakistan et ailleurs dans le monde. Voici donc une belle introduction faite par mes hôtes, Madame Noor et Monsieur Jatala. Alors, je vais rebondir sur cette introduction et faire la transition avec la première question qui m'a été posée sur mon expérience, qu'est-ce que j'ai remarqué à travers mon parcours en ce qui concerne les capacités de lecture des élèves ou des étudiants que j'ai encadrés. Et je répondrai à cette question en suivant une certaine progression. Je dirais à la fois qu'en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que l'environnement,
le cadre familial, l'établissement, les moyens financiers mis à disposition de la politique éducative, on constate qu'il peut y avoir des ressemblances ou des divergences en ce qui concerne les capacités de lecture des élèves ou des apprenants. Ce que j'ai remarqué tout au long de mon parcours, qui est très diversifié, puisque j'ai enseigné à tous les niveaux, j'ai constaté dans un premier temps que le cadre familial joue un rôle prépondérant dans la prise en charge de l'enfant et la continuité de ses acquis en milieu scolaire. Je m'explique à ce sujet. Un enfant qui naît dans une famille dans laquelle les adultes ont un lien rapproché avec le livre va suivre dans une certaine mesure cet exemple. Cela veut dire que les parents, dans leur rôle éducatif, lorsqu'ils intègrent le livre, une place merveilleuse au livre avec les enfants et qu'il y a un suivi, on peut facilement constater qu'il y a une transition qui se fait de façon fluide. Je prendrai un exemple par rapport à la question qui m'est posée, qui m'amène à comparer la tranche d'âge, la scolarité et le cadre familial. Je dirais que ce que j'ai eu à constater, par exemple, dans la tranche d'âge des enfants de 6 à 11 ans, que ceux dont les parents ne sont pas vraiment impliqués et n'ont pas un lien assez proche du livre, évidemment, nous constatons qu'ils ont un peu plus du mal, si je peux m'exprimer ainsi, à aller vers la lecture. Parce que la lecture est, comme toute autre activité, une occasion de s'entraîner. Il faut s'entraîner pour pouvoir devenir un champion pour soi-même, comme j'ai l'habitude de le dire. Je ne dis pas d'aller sur des performances dès le départ, mais par rapport à soi, se poser des étapes à suivre pour atteindre ses objectifs. Donc, le cadre familial, dans un premier temps, il est très important que les parents intègrent le livre, qu'il y ait une place vraiment importante pour le livre. Ensuite, en ce qui concerne... Oui, je peux continuer? Oui, allez-y, bien sûr. Vous attendez? Oui, bien sûr. En ce qui concerne la tranche d'âge, alors, je vais prendre un cas. Supposons que nous ayons en face de nous un élève en classe de CP, c'est-à-dire à peu près deuxième année, l'école primaire. Hein, c'est le premier niveau. Voilà, le premier niveau, parce qu'avant ça, il y a les sections. Donc, je dirais la première classe de l'école primaire. On peut se dire que l'enfant est vraiment dans l'apprentissage de la lecture. Il va découvrir les syllabes. Il va découvrir, avant les syllabes, il va découvrir les lettres, les syllabes, les mots, donc de façon progressive. Si je prends mon expérience que j'ai eue à ce niveau, à encadrer des élèves de CP et de CM2, j'ai simplement constaté qu'il y a des élèves qui ont une première, je dirais, difficulté. Hein, parce que quand on parle de difficulté, c'est que quelque part, il y a quand même un nœud à dénouer, donc il y a des facilités. Il suffit simplement de pouvoir trouver les clés nécessaires à dénouer cet obstacle pour l'enfant. Qu'est-ce que j'ai eu à constater? Et je vais d'ailleurs vous surprendre. Quand j'ai travaillé pendant 2 ans avec les enfants au centre de loisirs pour les aider dans leurs difficultés,
j'ai eu une grande progression avec les élèves de CP. Et quand je commençais, je ne m'attendais pas à avoir autant de progression. Donc, là, je dirais en même temps que ce n'est pas une question de tranche d'âge. Évidemment, si on doit comparer un élève de CP, comme je l'ai dit, avec un élève de sixième, on doit se dire que logiquement, l'élève de sixième a déjà franchi plusieurs étapes, donc il est plus en mesure d'avoir cette facilité, cette aisance avec les mots, contrairement à l'élève de CP. Mais il y a toujours des exceptions, comme en règle grammaticale. Je vais relater une expérience que j'ai vécue lors d'une de mes conférences avec la jeunesse. J'ai écrit plusieurs livres et j'avais donc en main un livre qui était destiné aux adultes. Donc, c'est mon premier tome de poésie publié au Canada. À ma grande surprise, la fillette de 7 ans qui me demandait de choisir un poème m'a simplement doigté ce livre et m'a dit, j'ai trouvé un poème dans ce livre. Ma première réaction, je lui ai dit, est-ce que tu es certaine que tu pourras lire le vocabulaire? Elle m'a dit, oui, je vais lire. Alors, le jour de la conférence, cette fillette a émerveillé le monde. À 7 ans, elle a lu un poème avec l'intonation, en respectant le rythme, en donnant vie au texte qu'elle essaie de partager avec le groupe. Quelles sont les remarques que j'ai à faire par rapport à cette situation? En réalité, il s'agit d'une fillette qui est encadrée à la maison, qui, chaque jour, elle a toujours un court moment de lecture ou d'écriture. Cet exemple illustre ma première affirmation qui concerne le cadre familial. Deuxième élément de la question, est-ce que c'est la scolarité qui va déterminer? Quand on pose cette question, il faut répondre avec un peu de réserve et en même temps en se disant que quand on dit scolarité, le mot, il a un sens assez large. Je serai donc assez concrète. J'ai eu par exemple des adultes en formation qui avaient du mal à lire. Pourquoi? À un moment donné, il y a eu un arrêt des études et une reprise plusieurs années plus tard. Ça, c'est un cas atypique, mais qu'on retrouve au niveau de la formation des adultes, qu'on peut retrouver. Et ce cas n'est pas systématique. Deuxième exemple, au niveau du collège, il m'est arrivé plusieurs fois de constater que la lecture n'est pas encore au point avec des élèves qui ont franchi l'étape de la classe de quatrième, c'est-à-dire la 3e année du collège en France. Et quand on recherche bien, on rejoint encore le premier point du cadre familial qui revient. Voilà. Et je vais rajouter d'autres facteurs. Il y a certains établissements qui ont plus de moyens que d'autres. Cela dépend de la région, du statut, de l'environnement et de la politique mise en place. Voilà. Donc, pour cette première question, je dirais que si on fait une certaine analyse des trois éléments, les trois reviennent en un, c'est-à-dire que le socle familial
est prépondérant dans l'apprentissage, dans l'éducation, dans l'instruction des enfants. Et à cet effet, pour m'arrêter là, pour cette première question, j'invite les parents à familiariser les enfants à la lecture parce que la lecture est également une manière de nourrir le cerveau, de se nourrir. Nous avons les aliments, ce que nous mangeons tous les jours. Nous mangeons 3 fois par jour. Mais je pense que si on a 3 ou 4 Excusez-moi, repas par madame, jour. c'est le deuxième mon question, c'est exactement, Ah, il vient vers cette healing power des livres. Et je voudrais bien savoir que le healing power, qu'est-ce que vous dites sur le healing power et qu'est-ce que vous pensez que pouvoir de guérir, ça pouvait littérature, il pouvait aider les enfants, les jeunes, les grandes pour améliorer ses comportements et sa vie. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez sur le pouvoir d'acquérir des livres, de littérature, s'il vous plaît. À vous. très bien, je vous remercie. En effet, c'est la passerelle qui m'amenait vers cette question du pouvoir de guérison des livres. Je vais commencer par mon expérience personnelle et ensuite, dans un deuxième temps, j'irai vers des constats qui sont issus de mes nombreuses expériences en matière éducative. Pour le premier point, en ce qui me concerne, j'ai eu un contact dès mon plus jeune âge. Et ceci grâce à un homme qui est comme un héros pour moi. Il s'agit de mon père, qui était un homme de culture, un homme qui avait toujours soif. Voilà. Et j'ai compris très tôt que le livre avait un pouvoir. Et avec le temps, j'ai compris qu'à travers ce pouvoir, je pouvais trouver une certaine guérison. Par exemple, quand j'étais triste, quand j'étais petite, j'étais très timide, extrêmement timide. Et je ne parlais pas beaucoup. Je ne m'exprimais pas assez. Et le livre était pour moi en même temps ce refuge, un moment de loisir, de détente, un compagnon. Et quand je lisais, j'oubliais tout ce qui se passait autour de moi. Si j'avais, par exemple, une peine, une préoccupation, quand j'entrais dans le livre, je dis j'entrais dans le livre, je rencontrais les personnages, je dévorais le livre et il m'arrivait même de rire aux éclats quand je lisais. Le livre m'a beaucoup aidé parce que quand ça n'allait pas, j'avais mes petits moments de souffrance ou d'inquiétude, je lisais. Et à travers un livre, ça peut être une histoire drôle ou l'histoire d'un personnage qui va me faire sortir de cet enfermement que j'avais. Et souvent, après cette lecture, il y avait un travail d'écriture que je faisais. Quand je lisais, je prenais soin de noter les mots que je ne comprenais pas, donc j'étais très collée au dictionnaire. Donc, en même temps, le livre me permettait, sur le plan psychologique, de retrouver une certaine sérénité. Sur le plan éducatif, il me permettait de ne pas rester sur ce qui n'est pas acquis. Et enfin, je pouvais également enrichir le vocabulaire. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un pouvoir de guérison extrême puisque moi-même j'écris, je suis devenue écrivain. Ça, c'est Donc, mon expérience personnelle. je voudrais bien savoir la guérison, dans quel contexte vous expliquez sur la guérison et sur notre personnalité, la personnalité d'un homme, c'est quelle perspective ça donne l'effet de guérison de la littérature
Et bien au-delà, il y a le pouvoir de la littérature. Et qu'est-ce que vous dites sur ce sujet-là, s'il vous Alors, plaît? je dirais qu'on retrouve une particule de chaque exemple que vous avez cité. J'ai rencontré des enfants de classe de dernière année de l'école primaire et on a D'accord. fait une séance de lecture. Il y a un enfant à qui j'ai remis le micro et je leur demandais, est-ce qu'il y a des moments où vous avez des difficultés en apprentissage? Cet enfant, voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'étais malade. Et quand il a dit j'étais malade, j'avais cru qu'il avait une Mhm. maladie qu'il était allé voir le médecin. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux nous expliquer comment tu étais malade par rapport à l'école? Il a dit, pendant quelque temps, je ne comprenais pas certaines leçons en classe. Et quand je Mhm. rentrais, j'étais tout le temps malade. J'étais mal jusqu'au jour où mon père a décidé de prendre un répétiteur à la maison et depuis, je suis guérie. Et ça, c'est une expérience d'un enfant qui m'a donné cette réponse quand j'étais allée visiter une école publique au Bénin l'année dernière. Par rapport à la D'accord, c'est personnalité, très bien. il y a, il y a une diversité de livres. D'accord? On est bien d'accord. Par exemple, il y a des Oui. livres, je dirais, dans tous les domaines. Dans Mhm. tous les domaines, nous avons des livres qui peuvent vous montrer comment faire des recettes. Par exemple, Ouais, nous bien avons sûr. des livres qui nous apportent des informations sur le plan médical, un dictionnaire, par exemple. Voilà. Et lorsqu'on a accès à ces informations, un individu qui est déjà angoissé peut déjà faire un premier pas pour comprendre ce qui ne va pas en lui. Mhm. Le pouvoir du D'accord. livre est très important. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, je conseille aux jeunes écrivains qui se lancent dans la littérature, je leur dis toujours, faites attention à ce que vous écrivez. Parce qu'un livre peut apporter des bienfaits, comme il peut également remettre en cause des valeurs. Vous voyez? Oui. Parce que Donc, à travers le livre, oui, pardon, excusez-moi. oui. Mais je voudrais bien ajouter une phrase sur la raison, le pouvoir des raisons des livres. C'est vraiment tout ce qui a un homme, c'est écrit. C'était transféré en génération à l'autre. Donc, vous avez bien raison de faire, de dire c'est ce que vous avez dit. Maintenant, si vous me permettez, je voudrais bien savoir, parce que vous avez une expérience, vous avez aidé les gens de primaire au professionnel. Donc, je voudrais bien savoir, c'est quoi votre expérience pendant que vous avez donné l'éducation, en commençant de primaire jusqu'à les classes professionnelles. Et qu'est-ce que vous pensez les livres qui concernent dans la vie des autres? Alors, si j'ai bien compris, je dois partager avec le public mes expériences en matière d'enseignement auprès des différents groupes au niveau de la lecture. Avec les enfants, au niveau de la lecture, il faut penser à utiliser la créativité. Il ne faudrait pas que les moments de lecture, c'est ce que je faisais, les moments de lecture, c'était des moments de joie, hein. Hein, donc, j'encourageais toujours l'enfant qui avait une crainte ou l'enfant qui avait des difficultés à lire, le mettre à l'aise. Donc là, la personnalité de, de l'enseignant joue un rôle très important. Bon. Avec les adultes, par exemple, j'ai eu des classes, même jusqu'à l'enseignement supérieur, des classes de BTS. Il m'arrive, avec la lecture, je fais des jeux de rôle dans l'enseignement professionnel. Quand nous prenons un livre, je vais vous donner un exemple concret. Dans le livre 10 histoires, je vais vous montrer cet ouvrage-là. Quand je l'avais écrit, je pensais qu'il allait intéresser
les enfants. À mon grand étonnement, en dehors des enfants, j'ai constaté qu'il y avait des adultes, des étudiants qui s'intéressaient à cet ouvrage parce que c'est une compilation de 10 histoires pour faire de la mise en scène et la créativité. Comment j'exploite la lecture en classe? Avec les élèves de collège, je l'ai encore fait il y a un an et demi. Nous formons, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, il nous arrive de travailler en sous-groupe, des groupes de 3 et 4. D'accord? Mais souvent, quand je démarre un texte qu'ils ne connaissent pas, c'est avec la classe entière. Et après cette lecture de découverte, il y en a qui vont, j'aime bien qu'ils soient bénévoles, volontaires pour la lecture. Ils vont lire. Et avant de faire lire les élèves, il est important de dire à la classe que les moqueries ne sont pas acceptées. Ça, c'est très important parce que nous avons certains enfants qui sont moins à l'aise au niveau de la lecture. Donc, lecture avec le groupe de façon générale. Je vais lire le texte pour qu'ils voient un peu. Après, on va lire. Alors, si par exemple, il y a des personnages, il y a des dialogues, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais trouver des acteurs qui vont jouer les rôles, les dialogues. Et au niveau du collège, ce qui marche bien, c'est quand on fait la mise en scène, on fait de l'improvisation avec le texte. Même si les élèves viennent de découvrir, c'est ça qui est important parce qu'ils vont utiliser leur imagination, leur propre potentiel pour aller à la rencontre du texte. J'ai écrit parmi ces histoires un texte, dispute entre le singe et la grenouille. Donc, il y avait le singe, la grenouille, il y avait un homme, un serpent. Donc, il faut trouver un personnage pour chaque rôle. Il y a le narrateur. Et je dis improvisation. Nous mettons le cadre qu'il faut, c'est-à-dire dans une classe où j'ai des bancs et des chaises, on peut coller, faire un peu d'espace, mettre les tables tout au long des murs. Voilà. Et bien entendu, avant que je ne fasse ça, c'est que j'ai déjà dit aux élèves, nous allons être sérieux. On va s'amuser, on va travailler en même temps. Et après, il faudrait qu'on ait 10 minutes pour tout remettre en ordre. Voilà. Et ça fonctionne très, très bien. Ça, c'est pour la lecture. Il m'est arrivé, en fonction de la classe, c'est une classe, j'ai une classe, par exemple, parmi tant d'autres, j'ai une classe, par exemple, les élèves ils regardaient toujours par la fenêtre, toutes les 15 minutes. Voilà. Et ils étaient sympathiques, mais ils m'ont dit dès le premier cours, vous savez, madame, le français, nous, on n'aime pas, on n'est pas fort, on fait beaucoup de fautes et on prépare un métier, donc c'est compliqué. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, on va s'adapter. Donc après, j'ai eu l'idée, j'ai demandé l'autorisation à mon supérieur hiérarchique qui me l'a accordé sans problème. Donc, une fois par semaine, nous allons en salle de théâtre. Donc, avec les textes, voilà, et à partir de textes de lecture, eux-mêmes, ils vont créer un texte et ils vont jouer un rôle. Mais je peux vous dire qu'ils ont vraiment progressé. Et les élèves qui, au début, me disaient qu'ils n'aimaient pas le français, qu'ils n'aimaient pas la lecture et qu'ils n'aimaient pas le théâtre, ils ont changé le vocabulaire. Parce qu'on peut passer de je n'aime pas à j'apprécie et j'aime. Très bien, très bien. Avant de poser la prochaine question, je voudrais parler avec nos auditeurs parce qu'ils sont posent des questions. I would like to say the people who are asking for translation. So please, it's not possible now quickly because we have a shortage of time. Because of shortage of time, and I think administration will translate it by the titles in. After quickly when we will finish this program. So you have to revisit and rewatch the program to understand the French.
obviously I understand your difficulty. So I'm really very sorry for that. And one editor, he asked the question about the difference of level of education in France and in Pakistan. So anyhow, we will see if we have time, then we will ask surely this question to Madame Chepo. So obviously, tous les écrivains qui, qui étudient au même et étudiant au même, ça s'inspire vers les autres, différents niveaux des gens. Et donc, je voudrais savoir, et comment vous arrivez à tout organiser ça, de lire soi-même comme un écrivain, et puis aider les différents niveaux des gens vers le votre atout, s'il vous plaît. D'accord. Et donc, la question qui m'est posée est la suivante. Comment j'arrive à concilier l'écriture, donc mon travail d'écrivain, et l'enseignement avec les... C'est bien ça, hein, ma question. Oui, oui, oui. Alors, vous savez, dans tout ce que nous faisons, il y a des critères. Le premier, c'est la motivation. Le deuxième, ce sont les objectifs. Troisième, mais jamais la persévérance. Et bien sûr, l'amour que l'on a. Enseigner est une passion pour moi. L'écriture est une passion. Et les deux vont ensemble. Écrire est tellement facile pour moi parce que c'est une habitude depuis mon enfance. Vous voyez, en 5 jours, j'ai écrit un livre de 100 pages. J'écris très facilement et ça, on me pose souvent la question. Et chaque jour, j'écris. Oui, j'écris énormément et quand j'étais déjà en classe de 6e, j'adorais faire les dissertations. Voilà, les dissertations. Et la même dissertation, je reprenais et je passais tout mon temps dans les livres. En classe de CE2, CE1, je lisais 2 livres par semaine. Et après, j'ai eu à traverser. Donc, cela ne me demande pas beaucoup d'efforts. L'imagination est là. Vous voyez, je peux finir là notre entretien et puis je peux écrire très rapidement quelque chose par rapport à ce que nous avions fait. Donc, il y a plusieurs sortes d'inspiration. Il m'arrive de voir, souvent quand je ne regarde pas à la fenêtre, je peux être en train de regarder par la fenêtre, je vois les nuages et j'ai une sensibilité avec la nature. Et je peux écrire. Alors d'ailleurs, si vous permettez, je vais vous faire découvrir très rapidement un passage d'un poème chanson que j'ai écrit. Ma voix est un peu enrouée. Hein? L'objectif, c'est de partager un peu avec les lecteurs. Alors, l'histoire commence de quelle manière? J'étais assise sur une chaise et je regarde par la fenêtre, j'ai vu 2 beaux oiseaux qui sont venus se poser sur mon balcon. Et subitement, j'ai eu une inspiration. Et j'ai écrit un poème avec un refrain qui est devenu une chanson que les enfants que je rencontre connaissent toujours et nous chantons et nous dansons. Et je danse avec eux. Hein. Même les maîtresses aussi ont été amenées à danser avec moi. Ça, c'est un qualité plus. C'est ça la créativité. Alors, je vais me lancer. Le chant des oiseaux égaye le monde, les oiseaux chantant égayent la vie, mais les hommes les tuent, puis les hommes s'entretuent. Mais pourquoi tuer? La vie est si belle, j'aime cette vie qui rythme le temps. J'aime cette vie qui rythme le temps. La nature est en pleurs, la nature est en pleurs. Elle pleure sans cesse,
Ces chaudes larmes coulent comme de l'eau. Ces chaudes larmes coulent comme de l'eau. J'aime cette vie qui rythme le temps. J'aime cette vie qui rythme le temps. Très bien, madame. Très bravo. Et maintenant, on sait, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous écrivez, vous avez une personnalité vraiment plurifantasme. Donc, je voudrais bien vous poser la question. Malgré que je ne pouvais pas applaudir, mais comme j'ai le téléphone dans les mains, mais je vous apprécie beaucoup. C'est vraiment quelque chose de grand. Ouais. Comme vous avez déjà mentionné, vous avez bien aidé les enfants dans les difficultés. Et je voudrais bien est-ce que vous partagez votre expérience quand vous travaillez avec des enfants qui sont malgré des difficultés à lire et pour habituer à lire. Et comment vous faites arriver ça pour convaincre un enfant qui voilà, il pouvait faire n'importe, il pouvait lire quand il veut, quoi. D'accord, c'est une question pertinente à laquelle je vais répondre par une illustration, un exemple, parmi tant d'autres. Hein. Je vais prendre un exemple particulier. Il s'agit d'une fillette âgée de 7 ans que je vais nommer Anna pour ne pas dévoiler son nom. Anna, lorsqu'on se retrouvait, donc je travaillais au centre de loisirs, Anna n'avait aucune envie de lire. C'était une petite fille gentille qui m'appréciait beaucoup. Dès qu'elle me voyait, elle me faisait toujours de jolis sourires. Elle me regardait, elle souriait. Mais quand je lui demandais de lire, elle me disait toujours, je n'aime pas la lecture, je ne veux pas lire. D'accord. Et à chaque fois, c'était le même scénario. Donc, je me suis d'abord rapprochée de la directrice du centre, Rachida, et j'ai dit à Rachida m'a dit, j'ai rencontré sa maîtresse, nous essayons de l'aider, mais elle ne change pas d'attitude. D'accord? Alors, à ce moment, je me suis dit, il faudrait que je rencontre la mère qui venait souvent. Donc, sans rien dire à la petite fille, j'ai rencontré sa mère qui est arrivée et je lui ai expliqué comment j'essaie d'intéresser Anna. Mais Anna refusait toujours de travailler. Et elle me disait toujours, je n'aime pas l'école. Et sa mère m'a dit, oui, en effet, à la maison, elle ne veut pas lire, elle ne veut pas faire les devoirs. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Mais Anna a cette attitude depuis que son père et moi sommes séparés. Et j'ai dit, ah, d'accord, c'est peut-être une clé pour moi, pour savoir comment agir psychologiquement avec Anna. C'était facile parce que Anna, elle m'offrait des dessins, elle était très gentille. Donc, un jour, c'était un jeudi, j'ai travaillé avec le groupe. Donc, quand j'étais à sa table, parce que je les mettais par table, par niveau, j'ai demandé à Anna de lire. Avant cela, elle a posé sa tête sur la table. Elle a fermé les yeux. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, Anna, je t'aime bien, mais ce qui m'embête, c'est que tu n'aimes pas travailler. Et elle m'a dit, à quoi ça sert d'aller à l'école? Je n'aime pas l'école. D'accord, ok. Je n'ai plus rien dit, je l'ai laissé, j'ai fini avec le groupe. Donc, je me suis arrangée, on a fini plus tôt. J'ai demandé aux enfants de rejoindre la grande salle où il y avait d'autres adultes pour les encadrer. Et je suis restée seule avec Anna. Alors, ce jour-là, elle avait porté un très beau gilet. Alors, quand j'étais en face d'elle, j'ai dit, Anna, je voudrais que tu m'offres ton gilet, il me plaît, donne-le-moi. J'ai parlé comme ça, donne-le-moi. Elle m'a dit, elle a fait non de la tête.
Je dis, si, je veux le gilet, il est très beau. Je voudrais que tu me le donnes. Elle a dit, non, je ne peux pas te le donner. Et j'ai dit, mais je lui ai demandé, comment tu l'as eu ce gilet? Elle a répondu, ben, Edwige, c'est maman qui m'a offert le gilet. Et moi, j'ai demandé, comment maman a fait pour avoir le gilet? Elle répond, elle a acheté le gilet. Alors, je lui dis, où est-ce qu'elle a trouvé l'argent pour acheter le gilet? Elle me dit, mais maman travaille. Et j'ai dit, ah, Anna, à quoi sert-il d'avoir un beau gilet quand on n'aime pas travailler? Maman travaille. Si elle avait refusé de travailler et qu'elle disait qu'elle n'aimait pas l'école, maman n'aurait pas pu t'acheter ce gilet. Et quand tu vas grandir, maman ne pourra plus t'acheter de beaux vêtements. Mais comme tu n'aimes pas la lecture et que tu n'aimes pas l'école, tu pourras facilement me donner ton gilet. Tu voudras me le donner. Elle m'a regardée, elle a souri, elle n'a plus rien dit. Donc, le lundi, dans la semaine, j'ai retrouvé le groupe. Dès que j'arrive et que j'ai vérifié le travail de chacun, donc je voulais commencer par la première année, Anna a levé la main et elle m'a dit, Edwige, j'ai envie de lire. Ah, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai dit, ah, mais bien sûr, je vais commencer par toi. Donc, elle a lu, ça faisait 2 semaines que je travaillais avec Anna sur un texte qu'elle n'arrivait pas. On a pris un autre, c'était toujours la même attitude. Alors, Anna s'est mise à lire. Elle lisait tellement bien que quand elle a fini, j'ai applaudi. J'ai dit, Anna, que s'est-il passé le week-end? Elle m'a regardée, elle m'a dit, j'apprends à lire parce que je n'ai pas envie de perdre mon gilet. Qu'est-ce que cela revient à dire? Pour inciter les enfants à lire, il faut leur montrer l'importance de la lecture dans la vie quotidienne, dans nos besoins. Elle ne comprenait pas pourquoi elle allait à l'école. Mais quand je lui ai montré la relation entre sa vie quotidienne avec sa mère, ses besoins, parce qu'elle était coquette, elle a vu la valeur de la lecture. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Il y a un enfant qui ne lisait pas toujours et j'ai dû lui demander pourquoi il n'aimait pas lire. Alors, il m'a expliqué que oui, il était arrivé un peu plus tard que les autres pendant l'année. Donc, il avait raté quelques exercices, quelques cours. Donc, il se décourageait. Là, ce qu'il faut faire, quand un enfant n'aime pas lire, il faut commencer par un texte qui est simple pour lui. On peut le faire sous forme de jeu, comme j'ai l'habitude de le faire avec une poupée. J'ai rencontré des enfants, il y a des poupées. Avec les adultes, c'est encore une autre démarche. Vous voyez? Donc, la lecture doit être présentée comme un loisir, comme une nourriture qui guérit l'âme et le corps. Bien sûr, c'est grandement. Donc, je voudrais, avant de poser la question, donc, je dirais que c'est vraiment votre personnalité. C'est sûr, vous êtes écrivain, vous publiez les livres, vous écrivez pour le théâtre, vous écrivez les short stories, des petites racontes. Mais qu'est-ce qui vous attire beaucoup? Qu'est-ce qui vous amuse bien quand vous faites pour poésie, pour l'écriture? Je voudrais bien savoir votre avis. Qu'est-ce qui vous amuse plus de votre boulot, s'il vous plaît? Alors, l'écriture, ça, c'est une question qui revient souvent. Je vais répondre en faisant une chronologie. Depuis mon enfance, j'écrivais beaucoup de poèmes. Et les poèmes me permettaient d'exprimer la tristesse, surtout. Quand j'étais triste, j'écrivais des poèmes et je les gardais, je les cachais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des textes qui ont 40 ans que j'ai retrouvés. Ça, c'est un exemple. Et ça, ce type d'écriture, il n'est pas forcé. Il est naturel. Il ressort. Ça peut être des pleurs. Ça peut être un chagrin.
ça peut être un souvenir brûlant. Voilà, il y a ça. En ce qui concerne les thèmes, je n'ai pas de thème spécifique. J'ai une imagination et je crois que cette imagination a été développée depuis mon enfance par mon attrait pour les livres parce que je lisais énormément. Et j'ai une imagination et dans ma personnalité, j'aime beaucoup la créativité. Et je ne sais pas si vous avez été au courant, j'ai été une sportive. J'ai été sportive, j'ai été championne en saut en hauteur. J'ai été capitaine d'équipe en handball. J'ai fait un peu de foot avec les garçons du quartier. Et à l'époque, c'était très mal vu. Et donc, j'ai fait beaucoup de sport. Et donc, depuis que j'étais petite, en grandissant, j'aime la créativité. Et quand j'étais moi-même élève au collège, j'avais un peu du mal avec les professeurs qui m'ennuyaient. Ça, c'est votre histoire personnelle. Voilà, ça, c'est mon histoire J'aimerais bien personnelle. d'aborder, peut-être tout de suite, on a un autre moment. Mais de toute façon, vous êtes bien en personnalité créative. Et donc, je voudrais bien savoir quand fondamentalement, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez et quand vous faites des travaux, des travaux créatifs. Et qu'est-ce qui vous conseille votre élève et les gens pour être créatifs dans la vie? J'ai une forte motivation au niveau de l'écriture, c'est aider la jeunesse à se consolider, à se forger. Car pour que les jeunes puissent avancer, il faut qu'ils aient des adultes, des modèles. Et comme j'ai eu beaucoup d'expérience à différents niveaux dans l'enseignement, j'ai une facilité à savoir ce qu'il faut quand je suis en face d'un groupe. Vous voyez, quand j'ai un travail à faire, j'ai une approche qui est différente parce que de par mon cursus, je suis polyvalente. Donc, cette motivation-là, elle est tellement forte, j'ai un souci d'apporter aux enfants, surtout en plein 21e siècle. Hein. Vous voyez, nous sommes dans un environnement assez spécial. Où il y a peut-être des guerres. Actuellement, c'est la pandémie. Il y a des enfants orphelins. Et je voudrais contribuer à l'essor de l'humanité. Et c'est dans ce cadre même que j'ai créé l'association pour pouvoir aider aussi bien les jeunes, les femmes, car l'éducation doit être accessible à tout le monde. Donc, si j'ai cette facilité d'écrire et que je ne l'exploite pas pour aider d'autres à se développer, à quoi cela me servira-t-il? Voilà. Donc, il y a cette forte motivation derrière, ce qui fait que je n'hésite pas à faire le pas pour rejoindre dans la cadence, dans l'amour, dans la joie, lorsque l'on me fait appel. Donc, c'est pour cela que d'ailleurs, il y a une grande diversité dans mes livres. Les livres sont différents. Aucun de mes livres ne se ressemble. Ils sont tous différents et des thèmes différents et l'écriture change. Elle n'est pas la même. Bien, ça fait richesse de l'un écrivain qui écrit sur tous les sujets différents dans sa vie, dans ses expériences. J'aimerais bien savoir, c'est quel livre vous conseillez notre auditeur à lire. Bien aussi, il y a un petit souci sur les traductions, sur le français dans l'anglais et anglais dans le pakistanais. Donc, j'aimerais bien savoir votre vie. D'accord. Vous me demandez des livres que je pourrais conseiller. Et en tant qu'écrivaine, je vais commencer par présenter des livres que j'ai écrits dans un objectif précis. Dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de certains ouvrages que j'ai croisés dans ma vie, de par mon métier et mon aventure avec la littérature. D'accord. Le rêve des enfants africains
Si on le traduit en anglais, c'est The Dream of African Children. Oui. Ce livre parle de l'importance de la lecture, d'aller à l'école, d'agir pour changer son avenir. Et ce livre interpelle les enfants, les adultes, et c'est un théâtre, on peut en faire de la mise en scène, il peut y avoir une certaine créativité. Et quand je vous parlais des élèves de CP, j'ai été très surprise, c'était leur livre préféré. Et on se préparait à faire une mise en scène, on n'a pas eu le temps. Donc, il y a l'importance de, je vais vous faire découvrir un passage en français. Il est actuellement en cours de publication en anglais. D'accord. Voilà. Et je peux vous lire un court passage, le début. Le début de l'ouvrage commence Oui, bien ainsi. sûr. Enfant, toi qui vis sur le sol africain, as-tu un rêve? De quoi rêves-tu? L'enfant répond, oui, j'ai un rêve, celui de grandir, celui de m'instruire, celui d'exister. Ne pas vivre dans des pays en guerre, ne pas vivre dans des pays ennemis, mais vivre dans des pays amis. Je m'arrête là pour la découverte. D'accord, c'est très bien. C'est très, très bien. Et en dernière question, Ah, je d'accord. voudrais... Oui, c'est la toute dernière. Si vous le permettez, je vais parler d'un livre. Quand je parle du pouvoir de guérison, ce sont les mémoires de Saint-Chély. C'est un livre que j'ai publié en 2020. J'ai écrit dans des moments de souffrance, de douleur. Et ce livre, il est actuellement en cours de publication en anglais. Très bien, très bien. Et je l'ai écrit. Alors, c'est là où on voit le pouvoir de l'écriture et de la lecture. Parce que quand on parle de lecture, on ne peut pas lire s'il n'y a pas des écrits. Bien sûr. Il y avait des moments où, lorsque j'étais un peu malmenée par le système dans lequel je travaillais, mais c'est l'écriture qui me donnait une autre vie. C'est la raison pour laquelle je dis que l'écriture nous amène à concevoir des ouvrages. Vous savez, excusez-moi, je crois que le livre est comme un utérus qui porte Bien la sûr. vie. Voilà. Bien sûr. Et donc, il y a les mémoires de Saint-Chély que les gens peuvent voir aux éditions Édilivre, qui peuvent, il y a différents thèmes là-dessus. C'est mon histoire personnelle dans la vie en tant que femme, en tant qu'enseignante. J'ai parlé de certaines classes que j'ai connues également. Je m'arrête là par rapport au temps que nous avons. Juste une dernière question, aussi c'est pour moi. Oui. Comment une personne, moi qui on n'a pas beaucoup l'habitude de lire, qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous donnez un bon conseil parce que les gens comme moi dans le monde qui ils viennent sur le livre parce que le livre il y a vraiment un trésor pour apprendre les choses, mais malgré l'avancement de la technologie, il ne s'est pas attaché autant qu'il était avant quoi. Donc je voudrais bien avoir un conseil de vous, comment on peut faire. D'accord. Alors, si une personne n'a pas l'habitude de lire ou n'est pas trop familière au livre, je lui conseille dans un premier temps de situer ses besoins. C'est comme lorsqu'on va au restaurant, est-ce que j'ai envie de manger une salade ou j'ai envie de prendre un plat consistant ou je vais prendre un buffet? Si vous avez une petite faim, n'achetez pas un livre qui fait 300 pages, 200 pages. Et il faut situer ses besoins, c'est de savoir par rapport à la personnalité de chacun, quel genre de livre pourrait l'intéresser. Est-ce que c'est le roman policier? Est-ce que j'ai une sensibilité pour la nature, pour la beauté, l'esthétique, la poésie?
Est-ce que j'aime qu'on me raconte des histoires de personnages qui font des choses extraordinaires? Je peux aller sur des livres d'histoire ou des contes. Voilà. Donc, il faut d'abord situer les besoins. Il ne faut pas y aller simplement se dire, je vais acheter un livre, je prends un livre. Ça, c'est un premier Ouais, point. Voilà. Donc, ça. d'accord. Et après, pour la lecture, il faut lire de courts paragraphes. Maintenant, si quelqu'un n'a pas la capacité, le courage d'aller acheter un livre, il peut commencer par faire déjà de courtes lectures. Et une fois qu'on lit quelques lignes, essayez de se poser la question, qu'est-ce que j'ai retenu de ce que j'ai lu? Mhm. Comment je peux le reformuler? Ou peut-être j'ai lu une histoire et j'ai envie de faire un dessin à côté. Moi, je suis créative, de faire un dessin. Quand je fais la lecture en français, j'introduis les maths. Vous Là, voyez? d'accord. Oui, Et ça passe bien. Donc, il faut situer d'abord ses besoins et en fonction de ce qu'on a envie de faire, prendre un livre vraiment qui soit créatif à ce moment-là, euh, pas dans lequel on va bien. s'ennuyer, qui sera compliqué, mais il faut situer d'abord ses besoins. Et après, quand on lit, il y a un mot qu'on ne comprend pas, il faut avoir un crayon à papier pour souligner. Comme ça, Ouais. après, on va vers le dictionnaire. Moi, je le faisais tout le temps et je continue de le faire. Mhm. Bien sûr, ça Vous voyez? agrandir votre acquérance de la pouvoir de la littérature. Bon, Madame Chepo, je vous remercie beaucoup au fond de mon corps et aussi tout le monde, tous les Pakistanais, le pape de la Pakistan. Je vous remercie beaucoup. Vous avez bien raconté votre histoire, expérience et de bons conseils. Et je vous encourage et je vous souhaite de bonnes choses. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, mais j'aurais, si vous permettez que je rajoute 2 minutes, est-ce que vous Oui, m'accordez 2 minutes? allez-y. À travers tout ce que vous Oui, oui. voyez, en fait, vous voyez le gâteau qui arrive sur la table. Mais Uh-huh. avant d'en arriver là où je suis, j'ai souffert parce que être en Bien sûr. France, être professeur de français, être une Mhm. femme et être Mhm. noire, vous ne pouvez pas Mhm. imaginer les chaînes et les murs que j'ai vu dresser devant moi. Bien sûr, bien sûr. Je vous encourage pour ça. En grande salle, vraiment. Et j'espère aussi notre Monsieur Dal qu'il ait commencé un grand combat. Euh, Pakistan, c'est pas un pays très développé comme l'Europe, comme l'Ouest, mais nous, on a le désir, comme les autres pays, d'y avancer et d'avoir les nôtres étudiants, les nôtres jeunes qui aiment les livres, qui aiment lire, qui aiment apprendre l'expérience de nos ancêtres et grandir la nation comme une nation bien fortifiée. Et pour cela, c'est une expérience et votre un effort avec nous. Et je vous remercie pour ça et je vous salue de grand corps. Tout à fait. Et je mets quelque Merci. part le Pakistan dans ma mémoire parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que lorsqu'il y a des Merci. besoins quelque part, il ne faudrait pas hésiter. Et je vous remercie pour votre présence qui est quand Merci. même une sorte de fleur que vous offrez aux auditeurs parce que si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas pu faire cet échange avec autant de soleil. Je vous remercie, Monsieur Jatala, pour Merci. votre participation. Merci beaucoup. Et je Merci. remercie Et tous bon, les auditeurs bon, présents. Merci. bonne soirée et bon week-end. Au revoir. Merci. Au plaisir de se revoir. Merci, monsieur.
Hop, excusez-moi, j'ai fait une interview. C'est bon. Hein? Ah oui, non, mais c'est un ami qui m'a demandé, parce que comme je ne savais pas parler français, j'ai fait ça. Oui. Ça va, madame?